Tout de suite. Pendant cette émission, donc à distance, nous accueillons Philippe Fontaine. Salut Philippe. Salut Pierre. Bon Philippe, on t'a vu donc du côté de la région Nouvelle-Aquitaine, mais également à la fédération sur la commission foot américain, chargé de mission sur le programme féminin, et puis récemment entraîneur du collectif national féminin. Donc ça tombe bien, on est là pour parler de foot féminin ensemble. Comment ça se passe aujourd'hui? Quelle est la situation globalement sur le territoire, Philippe? Ton avis sur la question? Alors, on tourne autour de 350 licenciés compétition, et puis si on compte l'ensemble de nos licenciés, autour de 550, donc y compris les licences loisirs, répartis sur 7 clubs qui font de la compétition. On a une bonne distribution géographique, puisque nous couvrons l'ensemble de la France, hormis pour la compétition le nord-est et l'est de la France. Donc Quels sont au niveau, si on essaie de regarder sur une carte de la France, quelles sont les zones de pratique? Alors, les zones les plus couvertes, bon, reste Île-de-France avec 3 équipes actives pour le moment. Normandie, Bretagne et Val-de-Loire qui représentent une équipe en entente. On a une entente également entre les Mariners de Vannes et l'Occitanie. Alors ça fait des grosses distances, mais c'est une histoire assez marrante. C'est des filles qui se sont retrouvées l'année dernière pour jouer ensemble, et sur le premier plateau de l'année dernière, avec un effectif un peu réduit pour que les deux équipes, et puis ça a bien matché, et ça fait maintenant 2 ans qu'elles jouent ensemble. Pourquoi pas? Exactement. On a une entente Rhône-Alpes qui couvre toute la zone géographique, et on a une équipe aussi en Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Quand tu parles, juste pour préciser, quand tu parles d'entente, en fait, c'est finalement des petits groupes de pratiquantes individuelles qui viennent sur des formats de plateau, c'est ça? Donc on est sur un stade de développement? Oui, oui, totalement. Pour la plupart de ces équipes d'entente, ça pourrait correspondre à des équipes de ligue. D'accord. C'est quelques filles dans des clubs d'une zone géographique qui ne sont pas assez nombreuses pour jouer en leur nom propre, et qui du coup s'associent Et qui ont souvent. pour mission de rentrer chez elles pour trouver de nouvelles pratiquantes, c'est ça? Ah, Du ça, coup. ça serait l'idéal, bien sûr, mais voilà. Je pense que déjà, conservons les adhérentes que nous avons en ce moment, proposons-leur des situations de jeu, d'évolution, et puis ça coulera de source que ces filles resteront et que de nouvelles arriveront. Alors c'est quelque chose qui est relativement, dans la discussion, c'est quelque chose qui est relativement nouveau, hein. Quelle est à peu près pour toi les prémices de cette pratique de foot US féminin? Ah, pour moi, on a Je dirais quoi, commencé. 2 ans, 3 ans? Non, ça fait un peu plus que ça. Ça doit faire 6 ans maintenant, 7 ans. Ok. Avec les Sparkles, puis avec les Molosses, qui avaient un gros groupe de joueuses. Sauf qu'on arrive un peu dans un creux actuellement, puisque ce groupe de joueuses qui a débuté il y a 5-6 ans est un peu en train de quitter les terrains. C'est normal, elles ont toute une activité familiale ou professionnelle. Donc un peu moins de temps à consacrer au football, et on a eu un peu de difficulté à recruter de nouvelles joueuses. Bon, j'imagine qu'on n'a pas fait non plus tellement d'efforts pour le faire, donc c'est la direction qu'on essaye de prendre en ce moment. Alors, quels sont pour toi les freins à l'accueil dans nos associations d'une pratique de foot US féminin, et comment les faire tomber? Bon, alors pour moi, il y a plusieurs points qui sont importants. Le premier, c'est la volonté des clubs de recruter des joueuses féminines, ce qui est pas forcément, qui coule pas forcément de soi, parce que quand on parle de football féminin, on parle presque d'une autre association que le football des garçons, parce que les féminines, elles passeront pas par la filière cadet, junior, senior, et c'est pas elles qui intégreront l'équipe senior ou l'équipe fanion d'un club. Donc il faut partir du principe que c'est une entité en soi, le football féminin, et c'est pas forcément simple pour les associations de se démultiplier là-dessus. C'est presque un travail complet à faire.
Je pense que le deuxième point qui est important, c'est de ne pas négliger la qualité des entraîneurs qui sont sur ces sections. Mais là-dessus, on n'a pas à se plaindre, puisque la plupart des ententes ont un coach avec au minimum un CQP. Donc, le travail de bénévole des encadrants est fourni. Mais il y aurait besoin qu'il y ait plus d'encadrants sur chaque section. Je pense qu'on a aussi besoin d'avoir des créneaux qui soient spécifiques aux féminines dans les clubs. Et ça fait partie des difficultés, c'est-à-dire que souvent, elles partagent les créneaux avec les juniors ou avec les gars, et puis il y a donc un donc entraîneur. elles n'ont pas un terrain complet, c'est ça? Enfin, il n'y a pas la possibilité de. Elles n'ont pas un terrain complet, elles n'ont pas forcément un encadrement complet, parce que l'encadrement, c'est souvent celui qui fait aussi les seniors en partie, Ouais, ou bah aussi ouais. les juniors en partie, et du coup, bah, c'est la section qui a le moins de licenciés souvent qui en pâtit. Mhm. Et je pense que là-dessus, il y a un véritable effort à faire. Alors, je vais dire pourquoi je pense que c'est important. Je pense que c'est important parce que, d'abord, les filles ne sont pas des garçons, et donc elles ont une façon de pratiquer qui est la leur. Mais je pense aussi que les filles, ce ne sont pas des cadets ou ce ne sont pas des minis, mais il ne faut pas les traiter comme des enfants. Clairement, ce sont des adultes qui cherchent un sport dans lequel se développer et qui attendent, comme n'importe quel adhérent dans n'importe quel sport et de n'importe quel sexe, un service de qualité. Elles sont réceptives à ça, elles travaillent autant que les gars quand on leur permet de travailler, donc c'est au club de faire ces efforts-là pour les faire travailler. Après, je comprends aussi la difficulté des clubs quand on commence une saison où on a 4, 5 filles à l'entraînement uniquement, avoir 2 ou 3 coachs pour 4 ou 5 filles, bah, c'est beaucoup de bénévolat, beaucoup de temps de bénévolat pour peu de pratiquants. Mais je pense qu'il faut en passer par là pour que les filles continuent à affluer vers notre sport et surtout restent. Parce que le facteur le plus important, c'est de les faire rester dans les clubs, c'est pas de les faire venir. Je pense que les faire venir, c'est assez simple. Il faut réussir à les faire rester. Tu penses donc que c'est un process qui est forcément long. Enfin, après, chacun a sa compréhension du temps, mais c'est un process que de débuter une pratique. Finalement, quand tu dis on démarre par une pratique quasiment adulte ou jeune adulte, parce qu'on n'a pas tout ce process jeune, U12, U14 et ainsi de suite. Donc finalement, c'est comme dans n'importe quelle association, c'est la pratique sportive du football masculin adulte d'il y a 20 ans ou 30 ans. On est quelques-uns, on se retrouve pour jouer et le process de stabilisation est long. J'ai l'impression dans ton discours, c'est ça en fait. Oui, c'est exactement ça. Je pense même qu'il est encore plus long pour les féminines. Il est encore plus long parce qu'elles sont mises en vis-à-vis avec des programmes qui fonctionnent déjà. Et du coup, bah, c'est pas simple pour les clubs de relancer un deuxième programme qui repart à zéro. Oui, après les moyens, enfin c'est aussi les moyens des associations, d'investissement, de bénévoles, comme tu l'as dit, de créneaux d'entraînement. J'imagine aussi un peu de matériel. Oui, Non, alors ça effectivement, c'est la location du matériel, mais encore une fois, comme on s'adresse à des adultes, on n'a pas les mêmes contraintes que quand on Ok, discute avec des jeunes. C'est-à-dire que excellent. quand les adultes hommes ont commencé à jouer, ils s'achetaient tous leur matériel, ça posait de problème à personne, ou enfin en tout cas, tout le monde le faisait et vivait avec ça. Effectivement, le fait d'avoir du matériel dans les clubs spécifiques, c'est mieux, mais les filles jouent avec le même matériel que les garçons, donc voilà, s'il y a une base de matériel dans le club, il peut servir aux garçons ou aux filles de la Non, même mais façon. je pense que c'est bien que tu informes ce sujet parce que c'est peut-être un des freins au-delà de la volonté humaine de de la partie équipement. Euh, dans le nombre de freins qu'on vient d'évoquer, à ton avis, quels sont ceux que nous pourrions abolir le plus rapidement possible? La première chose, hein, c'est la volonté des clubs de faire du football féminin, parce que ça ne dépend que d'eux, hein, c'est juste une volonté des clubs de le faire.
Donc là, donc en fait, quand tu sur ce point-là, finalement, c'est déjà peut-être d'accompagner les gens qui auraient déjà une volonté. Si cette volonté-là, elle n'est pas présente au départ, c'est ce que tu exprimes en C'est fait. exactement ça. C'est-à-dire Ok. qu'il ne faut pas se forcer à faire des féminines parce que c'est la tendance du moment. Il faut faire des féminines parce qu'on a envie d'avoir une section féminine et de la soutenir comme on soutiendrait une section de garçons de la même manière. Alors, Donc, Philippe, tu as pris la tête d'une mission concernant l'accompagnement du projet sportif du foot féminin. Tu peux nous en parler? On en est où? alors, pour le moment, on est sur une amélioration de l'offre compétitive que l'on fait pour les filles, dans le sens où on a mis en place un challenge national pour pallier au championnat national qui était en place les années auparavant, mais qui avait un lot de problèmes conséquents, notamment beaucoup de forfaits, parce que les clubs devaient jouer des matchs avec beaucoup de distance et des effectifs assez réduits. Donc un des premiers projets qu'on a mis en place, c'est de dire qu'on allait limiter ou annuler le nombre de forfaits possibles sur nos championnats. Donc on est parti sur un projet de plateau depuis 2 ans, où on propose un lieu et on propose à toutes les équipes qui souhaitent participer à ce plateau de venir et de participer, en se déclarant uniquement 3 semaines à l'avance, ce qui permet à l'organisateur de gérer convenablement sa journée. C'est qu'en fait, là, pareil, hein, pour être précis, en fait, le modèle d'avant, on était sur du classique, l'équipe A se déplace chez l'équipe B Exactement. et Un championnat classique. doit assurer un match, alors après, à 7, à 9, à 11, enfin, le format, peu importe la formule de championnat, mais finalement, ce qui est vrai dans des zones de densité importantes en termes de licence compétition n'est pas vrai au niveau national, et donc du coup, difficile pour une équipe. Là, tu parlais tout à l'heure en introduction à des joueuses de Bretagne qui effectivement souhaitent jouer avec des joueuses d'Occitanie, par exemple. En format championnat classique, c'était pas possible, c'est ça? Non, ça n'aurait pas été possible. Puis surtout, elles n'auraient pas eu l'opportunité de se rencontrer, puisqu'elles auraient été inscrites ou pas, chacune de leur côté, mais c'était le cas des Mariners qui, tous les ans, essayaient de s'inscrire, mais n'avaient pas l'effectif pour le faire. Et puis, elles sont venues sur un plateau, chacune avec un effectif un peu trop limité pour jouer en leur nom propre. Elles ont joué ensemble, et puis finalement, ça fait 2 saisons qu'elles jouent ensemble, parce que ça fonctionne et ça leur permet d'avoir un groupe de joueuses cohérent. Et donc, sur cette nouvelle formule, alors bon, malheureusement, on a dû tous subir cette situation actuellement, mais quel a été le démarrage cette saison? Tu as senti quelque chose de positif, une évolution par rapport à la saison dernière? On a doublé le nombre de clubs qui participent quasiment. Donc oui, on a une bonne évolution puisqu'on a les filles d'Île-de-France qui nous ont rejoints. Euh, donc on est passé l'année dernière de plateau où on était en moyenne 3 clubs par plateau à cette année des plateaux à 7 clubs. Donc l'ensemble des clubs ont fait le déplacement, sauf pour le premier plateau où on n'était que 4. Philippe, as-tu une relation avec les entraîneurs ou en tout cas avec les associations une fois ces journées de challenge établies, le fait de vouloir mettre finalement la flexibilité autour de la pratique, est-ce que ça a un impact positif sur les associations à leur retour à la maison? Alors, oui, oui, je parle régulièrement avec les entraîneurs. On se croise sur les terrains tous les week-ends, et puis également beaucoup avec les joueuses qui sont très actives sur les réseaux sociaux. Donc, on a une communication assez ouverte. On a un bon retour, que ce soit de la part des entraîneurs ou que ce soit de la part des pratiquantes. Les joueuses, parce qu'on leur propose une offre sur laquelle elles puissent se caler sans trop de contraintes, sans avoir la pression de se dire que si ça ne fonctionne pas et qu'elles ont un forfait, leur saison est terminée. Donc, elles ont les possibilités de jouer quand elles peuvent jouer. Et pour les encadrants, c'est aussi des objectifs à faire valoir aux yeux de leur féminine. Dire attention, on a un plateau de prévu dans 3 semaines, dans 2 mois, dans 6 mois. On va se préparer pour ça, et du coup, on va pouvoir inciter les filles à venir travailler avec un objectif
dont on est sûr qu'il se réalisera. Oui, ça, finalement, le côté, le match aura lieu, le jeu aura lieu, et je rentrerai chez moi forcément épuisé de mon effort physique. Oui, et puis c'est quand même le projet de chacun. Quand on s'inscrit dans un mode d'entraînement compétitif dans un sport, c'est pour le pratiquer. Et donc, c'est important de pouvoir le pratiquer. Alors, la dernière partie que je voulais évoquer avec toi, c'est une autre partie du plan de développement. C'est un projet que tu as fortement soutenu et défendu depuis de longs mois. C'est le projet du collectif national féminin. Donne-nous l'explication de ce projet. Qu'est-ce que c'est? Alors, le projet part du principe de conserver nos bonnes joueuses dans le giron de la fédération en continuant à leur proposer un niveau compétitif au-delà de celui de notre championnat. Donc, aider les filles qui veulent vraiment travailler fort leur football à pouvoir le faire. Bien sûr, quand on propose ce genre d'activité, on a l'objectif à la fois d'organiser des stages de perfectionnement pour l'ensemble de nos licenciés et en même temps d'apporter une plus-value technique qu'il est difficile à avoir en club quand on a un petit nombre de licenciés, parce qu'on doit s'occuper de la base avant de s'occuper de nos meilleures joueuses. Et un des objectifs du collectif, c'est justement de permettre à ces joueuses-là d'avoir un nouvel apport technique, un nouvel apport tactique lié à une forme de compétition plus élevée. Donc pour ce faire, on a commencé à travailler sur la possibilité de jouer des matchs internationaux. On a eu le premier match pour le collectif l'année dernière face au Bénéluxe. J'allais y venir, finalement, cette première pierre dans la timeline de l'histoire de la Fédé, c'est un premier match international féminin. Ouais, écoute, qui s'est bien passé. Avec un bon groupe de joueuses et puis un résultat positif pour nous, donc c'était un bon lancement. C'était contre la sélection Benelux, hein. C'est ça. Voilà, soutenu en grande partie par les Pays-Bas et qui se sont renforcés avec quelques filles de Belgique et du Luxembourg. Et donc cette année, il y a un programme qui est un petit peu repoussé forcément, mais on avait des matchs on a des matchs de planifiés. Alors pour la planification annuelle, on avait 2 matchs de prévus cette année, un match face à l'Espagne, un match face à l'Italie. Bon, bien sûr, le virus passant par là, on a revu et puis on doit décaler pour l'année les projets, mais on ne les annule pas puisqu'on espère jouer en décembre contre l'Espagne et on est en tractation avec l'Espagne pour ce faire. Donc décembre, l'objectif tenable, c'est donc décembre 2020 pour l'Espagne. Oui. Et l'Italie, est-ce que tu as déjà une fenêtre? Non, pour le moment, je pense que l'Italie, ça sera reporté à 2021. On avait un projet sur 2021, ouais. Ouais, sur l'année civile. Bon, super. Donc bon, c'est quand même ça. On lâche des infos sur French Grid Iron. Objectif 3 matchs sur la saison 2020-2021. Moi, je trouve ça super. Donc j'appuie là-dessus. Au niveau européen, quelle est un petit peu ta vision? On en est où en fait de nos voisins? Alors, si on regarde ce qui se fait sur le championnat d'Europe féminin qui a eu lieu l'été dernier, je pense que les nations phares sont quand même en avance sur nous, que ce soit en nombre de licenciés ou en niveau de pratiquantes. Mais tu parles de qui, grosso modo? Les pays nordiques et l'Angleterre. D'accord. Donc on a Suède, Finlande, Angleterre sont trois belles équipes. C'est un peu le top 3, c'est un peu le haut du panier qui dit de la pratique, ouais. Ouais, qui ont un niveau de jeu qui est très cohérent déjà et des collectifs nationaux très en place. Ok. Et puis après, on a l'Espagne qui est une très belle équipe qui a organisé le championnat d'Europe chez elle il y a 4 ans et qui a travaillé fort depuis pour continuer à développer ses féminines. Ça se voit et elles ont des résultats. Et l'Italie qui est un tout petit peu en avance sur le plan international puisque leur équipe nationale est déjà en place depuis quelques années.
mais qui en termes de nombre de pratiquantes et en nombre de valeur d'équipe est à peu près au même niveau que nous. Allez, boum, c'est vendu, c'est enregistré et on reviendra te voir lors d'un camp, lors d'un stage pour pouvoir en profiter. Et puis, si jamais dans notre audience, si des gens nous écoutent et veulent participer, des joueuses veulent venir participer sur une prochaine émission, faites-nous savoir, vous serez bien entendu les bienvenus. Philippe, merci. On va retourner avec Samy pour continuer de dérouler notre actualité football.